Quand j'avais 13 ans, mes parents m'ont dit de grandir et d'arrêter d'être un fardeau, puis m'ont abandonné sur une aire de repos, à plus de 100 km de la maison. Cette nuit-là, j'ai dormi dans un fossé. Je ne leur ai plus jamais parlé, jusqu'à la semaine dernière, quand j'ai reçu une invitation au mariage de ma sœur avec un mot d'eux à l'intérieur. L'enveloppe est restée sur le comptoir de ma cuisine pendant 3 jours avant que je ne l'ouvre. Du papier crème, cher. Le nom de ma sœur, Madison, était imprimé dans une écriture élégante sur l'adresse de l'expéditeur. Je savais ce que c'était avant même de la toucher. J'ai 31 ans maintenant. Cela fait 18 ans que je n'ai pas vu mes parents, Daniel et Susan Harrington. 18 ans qu'ils ont quitté cette aire de repos près de Bakersfield, me laissant debout à côté de toilettes sordides, avec pour seul bien un sac à dos et 23 € en poche. Laissez-moi reprendre depuis le début. En grandissant, j'ai toujours été la difficile. Madison avait 2 ans de plus, une excellente élève, capitaine de l'équipe de volley-ball, la fille qui ne causait jamais de problème. Et puis il y avait moi, Donna. J'avais des difficultés à l'école, non pas parce que j'étais stupide, mais parce que j'avais un TDAH non diagnostiqué que personne n'a pris la peine d'investiguer. Mon père disait que j'étais paresseuse. Ma mère, que je devais simplement faire des efforts. Quand je demandais de l'aide pour mes devoirs, mon père soupirait comme si je lui avais demandé de déplacer une montagne. Débrouille-toi toute seule, disait-il. Tu ne peux pas t'attendre à ce que tout le monde te tienne la main toute ta vie. J'ai essayé. Vraiment. Mais plus j'essayais, plus les choses semblaient empirer. À 13 ans, j'avais des CDD, j'oubliais de rendre mes devoirs, je perdais la notion du temps. La déception de mes parents flottait sur la maison comme de la fumée. L'été avant la 4e, les choses ont dégénéré. Ma mère a obtenu une grosse promotion dans son cabinet d'avocat. L'entreprise d'architecture de mon père a remporté un contrat prestigieux. Madison a été acceptée dans un programme d'été très compétitif à Stanford. Et moi? J'ai raté mes examens de préalgèbre et j'ai dû redoubler. As-tu la moindre idée à quel point c'est embarrassant, m'a demandé ma mère un soir au dîner, sa voix aussi tranchante que du verre. Les professeurs de Madison posent des questions sur notre famille. Et que suis-je censé dire? Que notre cadette n'arrive même pas à passer les maths du collège? Elle n'essaie même pas, a ajouté mon père, sans me regarder. Elle a baissé les bras. Je n'avais pas baissé les bras. J'étais en train de me noyer, et personne ne voulait me lancer une bouée. Le 14 août. C'est une date que je n'oublierai jamais. Nous rentrions de San Francisco, où nous avions rendu visite à ma grand-mère. Madison était assise à l'avant, parlant de son programme d'été. J'étais à l'arrière, regardant par la fenêtre, épuisé par 2 heures à écouter à quel point ma sœur était accomplie. Quelque part après Kettleman City, mon père s'est arrêté sur une aire de repos, disant qu'il avait besoin d'un café. Ma mère est allée aux toilettes. Madison est restée dans la voiture, avec ses écouteurs. Donna, viens ici, a appelé mon père. Je suis sortie, confuse. Il se tenait près du coffre avec mon sac à dos, celui que j'avais apporté pour le voyage. Ta mère et moi avons discuté, a-t-il commencé, sa voix neutre, presque professionnelle. Tu as 13 ans. Tu es assez grande pour comprendre les conséquences. Tu es assez grande pour commencer à prendre tes responsabilités. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon estomac s'est noué. Nous sommes fatigués, Donna. Fatigués des drames, des mauvaises notes, de ce besoin constant d'attention. Tu dois grandir et arrêter d'être un tel fardeau pour cette famille. Ma mère est apparue derrière lui, le visage dur. Nous t'avons donné toutes les opportunités. Nous avons tout essayé, mais tu as refusé de faire le moindre effort. Je ne comprends pas ce que vous dites, ma voix s'est brisée. Tu es assez grande pour te débrouiller seule, a dit mon père. Il m'a tendu mon sac à dos. Il y a un peu d'argent dans la poche avant. Fais de meilleurs choix que ceux que tu as fait jusqu'ici. Papa, quoi? C'est ton électrochoc, a interrompu ma mère. Peut-être que lorsque tu réaliseras à quel point tu étais bien, tu apprécieras ce que tu as jeté. Ils sont retournés à la voiture. Je suis resté là, figé, certaine que c'était une sorte de blague cruelle. Ils allaient se retourner. Ils allaient rire et dire qu'ils me donnaient une leçon. Ils allaient me dire de remonter dans la voiture. Le moteur a démarré. Madison m'a regardé à travers la lunette arrière, le visage pâle.
Elle a remué les lèvres pour dire quelque chose que je n'ai pas pu déchiffrer. Puis elle s'est retournée, et ils sont partis. Je suis resté sur ce parking pendant 20 minutes, attendant qu'ils fassent demi-tour. Ils ne l'ont pas fait. Le soleil se couchait. J'étais à plus de 100 km de chez moi, dans une ville que je ne connaissais pas. Je n'avais pas de téléphone. Mes parents me l'avaient confisqué 2 mois plus tôt, pour me punir d'un mauvais bulletin. Je me suis dirigé vers le bâtiment de l'aire de repos et j'ai trouvé une cabine téléphonique. Elle a avalé ma première pièce sans établir la connexion. La deuxième m'a donné une tonalité, mais quand j'ai appelé chez nous, personne n'a répondu. J'ai essayé 3 fois de plus au cours de l'heure suivante. Rien. Vers 22 heures, l'aire de repos s'était presque vidée. Un gardien de sécurité m'a dit que je ne pouvais pas rester à l'intérieur pour la nuit. J'ai fait le tour du périmètre, j'ai trouvé un fossé de drainage derrière le parking des camions, et je m'y suis blotti, utilisant mon sac à dos comme oreiller. Le sol était dur et sentait le pétrole. J'entendais le trafic de l'autoroute, incessant et indifférent. Je n'ai pas dormi. J'ai pleuré jusqu'à en avoir la gorge à vif, puis je suis resté là, à regarder les étoiles, essayant de comprendre ce que j'avais fait de si terrible pour mériter ça. Quand le soleil s'est levé, j'ai compté l'argent dans mon sac à dos, 23 €. J'ai acheté une barre de céréales et une bouteille d'eau au distributeur, ce qui m'a laissé avec 19 €. À 8 heures du matin, une femme est sortie d'un camping-car garé à proximité. Elle s'appelait Patricia, et elle devait avoir la cinquantaine, avec des yeux bienveillants et des cheveux gris attachés en queue de cheval. Elle m'a vu assise sur le trottoir et m'a demandé si ça allait. Je lui ai tout raconté. Les mots sont sortis dans un flot désordonné et désespéré. Elle a écouté sans m'interrompre, son expression s'assombrissant à chaque phrase. « Où habites-tu, ma chérie ?» a-t-elle demandé. « À Fresno », ai-je répondu, « mais je ne peux pas rentrer chez moi. Ils ne veulent pas de moi. » La mâchoire de Patricia s'est crispée. Ces gens ne sont pas des parents. Ce sont des criminels. Ce qu'ils ont fait s'appelle un abandon, et c'est illégal. Elle m'a emmené à un poste de police à Bakersfield. J'ai donné aux officiers les informations de mes parents et j'ai expliqué ce qui s'était passé. Ils ont appelé ma maison. Ma mère a répondu. Je suis resté assise sur une chaise en plastique pendant que l'officier lui parlait au téléphone dans une autre pièce. Quand il est revenu, son visage était sombre. Votre mère dit que vous vous êtes enfui de l'aire de repos après une dispute. Elle dit qu'ils vous ont cherché pendant 1 heure avant de devoir partir pour une réunion d'affaires importante. Ce n'est pas vrai, ai-je dit. Ils m'ont laissé là exprès. Mon père m'a donné mon sac à dos et a dit que je devais grandir. Ils sont partis. L'officier semblait mal à l'aise. C'est votre parole contre la leur, et ils disent qu'ils veulent que vous rentriez. Ils sont très inquiets. Je ne rentrerai pas, vous êtes mineur. Vous n'avez pas le choix. Patricia est intervenue. Je suis une famille d'accueil agréée en Oregon. Je peux prendre la garde temporaire le temps que cela soit réglé par les voies appropriées. L'officier a semblé soulagé d'avoir une option qui n'impliquait pas un conflit familial immédiat. Nous devrons contacter les services de protection de l'enfance et commencer les démarches administratives. Ce qui a suivi, ce furent 3 semaines de bureaucratie. Les services sociaux ont ouvert une enquête. Mes parents ont été interrogés plusieurs fois. Ils se sont tenus à leur version de mon escapade, mais la chronologie ne tenait pas. D'autres voyageurs sur l'aire de repos cette nuit-là m'avaient vu seul, avaient vu mes parents partir sans moi. Un chauffeur de camion s'est même présenté comme témoin, disant qu'il avait remarqué une jeune fille pleurant seule pendant des heures. Les preuves étaient accablantes, mais mes parents ont engagé un avocat coûteux qui a plaidé le malentendu et le manque de jugement lors d'une crise familiale. Ils ont accepté un abandon volontaire de l'autorité parentale pour éviter des poursuites pénales. Ils ont signé les papiers sans hésitation, probablement soulagés de faire disparaître légalement le problème, c'est-à-dire moi. Patricia a subi des vérifications d'antécédents, des visites à domicile et des entretiens. Son expérience en tant que travailleuse sociale a aidé. En 1 mois, j'ai été officiellement placé sous sa garde en tant qu'enfant placé, avec une allocation de l'État pour aider à couvrir les dépenses. Pourquoi feriez-vous ça pour moi, ai-je demandé une fois les papiers réglés. Vous ne me connaissez même pas parce que quelqu'un aurait dû le faire, a-t-elle simplement répondu. Et parce que je sais ce que ça fait d'être jeté. J'ai vécu avec Patricia pendant 5 ans. Elle m'a inscrite à l'école, m'a fait passer des tests pour le TDAH,
et s'est assise avec moi pendant des séances de thérapie où j'ai démêlé des années de violence psychologique que je n'avais même pas reconnues comme telles. Elle m'a appris que ma valeur ne se mesurait pas en notes ou en réussite. Elle m'a appris que je méritais d'être aimé sans condition. La première année a été la plus difficile. Je me réveillais dans la chambre d'amis de Patricia à ma chambre, insistait-elle pour l'appeler ainsi et j'oubliais où j'étais. La panique s'installait avant que je me souvienne que j'étais en sécurité. Certains matins, je trouvais Patricia déjà levée, faisant des crêpes dans sa petite cuisine en fredonnant au son de la radio. Elle n'a jamais fait toute une histoire de mes cauchemars, ou des fois où elle me trouvait en pleurs dans la salle de bain à 2 heures du matin. L'école en Oregon était différente. Les professeurs écoutaient vraiment quand j'expliquais que j'avais des difficultés. Mon professeur d'anglais, Monsieur Rodriguez, me laissait rendre des enregistrements audio au lieu de dissertations écrites, quand mon cerveau refusait de coopérer pour mettre les mots sur le papier. Ma professeure de maths, Madame Chen, décomposait les problèmes en étapes plus petites et célébrait quand je comprenais enfin des concepts qui m'avaient échappé pendant des années. Avec des médicaments et un soutien approprié, mes notes sont passées de D à B, et même à quelques A. Chaque bon bulletin scolaire était comme une preuve que le problème, ce n'était pas moi depuis le début. Le système m'avait laissé tomber. Mes parents m'avaient laissé tomber. Mais je ne m'étais pas laissé tomber moi-même. Patricia travaillait à temps partiel comme consultante pour les services de l'enfance, donc l'argent était juste. Notre appartement était petit, dans un immeuble qui sentait le vieux tapis et la cuisine de quelqu'un, mais c'était le nôtre. Elle m'a appris à gérer un budget, à cuisiner des repas simples, à faire la lessive sans que tout devienne rose, des compétences de la vie quotidienne que mes parents n'avaient jamais pris la peine de m'enseigner, trop occupés à souligner mes échecs. Pendant ce premier Noël, j'ai attendu une carte ou un appel qui ne sont jamais venus. Patricia m'a trouvé le 25 décembre, fixant son téléphone fixe, espérant de toutes mes forces qu'il sonne. « Ma chérie, dit-elle doucement, les gens qui t'aiment ne te font pas mendier des miettes de leur attention. Mais ce sont mes parents. La biologie ne fait pas de quelqu'un un parent. L'amour, si. Les actions, si. Être là quand c'est difficile, voilà ce qui fait de quelqu'un une famille. » J'ai pleuré sur son épaule pendant qu'elle me serrait dans ses bras. Et quelque chose en moi a commencé à changer. Peut-être que je n'avais pas besoin qu'il revienne. Peut-être que j'avais juste besoin de faire le deuil de ce que je n'avais jamais vraiment eu. Mes parents n'ont jamais signalé ma disparition. Ils n'ont jamais appelé le numéro de Patricia, que la police et les services sociaux avaient dans leur dossier. Ils m'ont simplement effacé de leur vie, comme si je n'avais jamais existé. Les tentatives de réunification ordonnées par le tribunal n'ont mené à rien. Ils ne se sont pas présentés aux réunions prévues, n'ont pas retourné les appels des travailleurs sociaux. Après 6 mois, leurs droits parentaux ont été complètement révoqués, et Patricia a entamé les procédures d'adoption. Madison m'a envoyé 2 emails au cours de ces 6 premiers mois, tous 2 à une vieille adresse que je lui avais donnée des années auparavant. Les 2 disaient la même chose. Elle était désolée, je lui manquais, mais papa et maman ne la laissaient pas me contacter. Elle a dû obtenir l'adresse de Patricia à partir du dossier des services sociaux. Peut-être avait-elle fouillé dans les papiers de nos parents quand ils ne regardaient pas. Après ces premiers emails, le silence pendant un certain temps. Mais la 2e année, quelque chose a changé. J'ai commencé à recevoir des cartes d'anniversaire de sa part, toujours envoyées à l'adresse de Patricia, jamais avec une adresse d'expéditeur, comme si elle avait peur que nos parents le découvrent. Les messages étaient courts, prudents. Joyeux 15e anniversaire. J'espère que tu vas bien. Je t'aime, Madison. Chacun d'eux était comme un petit acte de rébellion de sa part, et je les gardais dans une boîte à chaussures sous mon lit. Quand j'ai eu 16 ans, la santé de Patricia a commencé à décliner. On lui avait diagnostiqué un lupus des années auparavant, et le stress d'élever une adolescente tout en travaillant commençait à peser. J'ai trouvé un travail dans une épicerie locale, remplissant les rayons après l'école. Ce n'était pas grand-chose, mais ça aidait. Plus que ça, ça me donnait un but au-delà de la simple survie. Mon collègue, Jake, est devenu mon premier véritable ami. Il avait 17 ans, une tignasse de cheveux roux et un rire qui pouvait remplir une pièce. Il avait grandi en famille d'accueil lui aussi, ballotté entre 7 foyers avant de sortir du système à 18 ans. Nous nous asseyions dans la salle de pause pendant nos services, partageant des histoires sur les familles qui nous avaient laissé tomber. « Tu penses parfois à les affronter ?» m'a-t-il demandé une fois. « Tes parents, je veux dire. » « Tous les jours, ai-je admis, mais que pourrais-je bien leur dire ?»
Tu leur dirais qu'ils ont tout gâché, qu'ils ont perdu quelque chose de précieux parce qu'ils étaient trop stupides pour voir ce qu'ils avaient. J'ai pensé à cette conversation pendant des mois. Que dirais-je si je les revoyais un jour? Est-ce que je crierais? Est-ce que je pleurerais? Ou est-ce que je partirais simplement? En terminale, j'ai été accepté à l'Université d'État de Portland avec une bourse partielle. Patricia m'a organisé une fête avec exactement 3 personnes, moi, elle et Jake. Mais c'était plus sincère que n'importe quelle célébration que mes parents avaient jamais organisée. Nous avons mangé un gâteau de supermarché. Et Patricia a pleuré de joie. Je suis si fier de toi, n'arrêtait-elle pas de dire. Tu as travaillé si dur pour ça. Ces mots signifiaient tout, car contrairement à la fierté conditionnelle de mes parents, la sienne était réelle. Elle m'avait vu au plus bas, sanglotant sur des quiz ratés, ayant des crises de panique avant les examens, convaincue que j'étais stupide et sans valeur, et elle ne m'avait jamais, pas une seule fois, fait sentir comme un fardeau. L'été avant l'université, j'ai légalement changé mes informations de contact d'urgence pour mettre celles de Patricia, remplissant chaque formulaire avec son nom, son numéro, son adresse. C'était comme couper officiellement le dernier fil qui me reliait à Daniel et Susan Harrington. Ma main tremblait en signant les documents, mais Patricia m'a serré l'épaule. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne, a-t-elle dit. Ça fait de toi quelqu'un qui connaît sa propre valeur. L'université m'a ouvert un nouveau monde. J'ai rejoint un groupe de soutien pour les étudiants en rupture avec leur famille et j'ai découvert que je n'étais pas seul. Il y avait Michael, dont les parents l'avaient mis à la porte parce qu'il était gay. Il y avait Jasmine, dont le petit ami de sa mère avait rendu la maison dangereuse. Il y avait David, dont l'alcoolisme de son père était devenu violent. Nous marchions tous avec ces blessures invisibles, apprenant à construire nos vies sur des fondations brisées. Ma deuxième année, j'ai rencontré Marcus lors d'une session d'orientation pour un programme de mentorat pour jeunes. Il étudiait pour devenir conseiller d'orientation au lycée Grand, la peau mate et des yeux bienveillants qui se plissaient quand il souriait. Notre première conversation a duré 3 heures, assis sur un banc devant le bâtiment des étudiants alors que le soleil se couchait. « Pourquoi fais-tu du bénévolat avec les enfants ?» m'a-t-il demandé. « Parce que j'ai été l'une d'eux, une enfant qui avait besoin que quelqu'un la voie. La voie vraiment. Et quelqu'un l'a fait. Maintenant, je veux être cette personne pour quelqu'un d'autre. » Il m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. C'est la meilleure raison que j'ai jamais entendue. Nous avons commencé à sortir ensemble un mois plus tard. Il était patient avec mes traumatismes, ne me poussait jamais quand j'avais besoin d'espace, et célébrait les petites victoires. La première fois que je lui ai dit que je l'aimais, j'ai immédiatement paniqué et j'ai essayé de me rétracter. Il a juste ri et m'a embrassé le front. Donna, tu n'as pas à avoir peur d'aimer les gens. Tout le monde ne part pas à lui prouver qu'il avait raison et devenu sa mission personnelle. Il était là pour chaque crise de panique, chaque mauvaise journée, chaque moment où mon passé essayait de me tirer vers le bas. Il a rencontré Patricia et a immédiatement compris pourquoi je l'appelais ma vraie mère. À eux deux, ils m'ont submergé d'amour jusqu'à ce que je commence à croire que je le méritais. À 18 ans, j'ai quitté la tutelle non officielle de Patricia. Elle m'avait tout donné, la stabilité, l'amour, une chance de guérir. J'ai déménagé à Portland pour l'université, j'ai obtenu mon diplôme en travail social grâce à elle. J'ai construit une vie, une belle vie. Je suis devenu défenseur des droits de l'enfant, aidant les enfants dans des situations comme la mienne. J'ai rencontré mon fiancé, Marcus, dans un centre communautaire où nous étions tous les deux bénévoles. Je me suis fait des amis, j'ai suivi une thérapie, j'ai appris à aller bien. Mais il y avait toujours ce vide là où ma famille aurait dû être. Certaines nuits, je rêvais de cet air de repos, je me réveillais le cœur battant, convaincu que j'étais toujours allongé dans ce fossé. Puis, la semaine dernière, l'invitation est arrivée. À l'intérieur, l'annonce de mariage standard, Madison Harrington et Brandon Chen. 18 juin, cérémonie à 16h dans un vignoble de Napa. Mais glissé derrière la carte de réponse, il y avait un mot manuscrit sur le papier à en tête de ma mère. Donna, Madison voulait que tu sois à son mariage. Ton père et moi pensons que suffisamment de temps s'est écoulé. Nous sommes prêts à mettre le passé derrière nous et à t'accueillir de nouveau dans la famille. Tu es plus âgé maintenant, avec plus de maturité, nous l'espérons. Nous aimerions voir la femme que tu es devenue. Nous serons à l'hôtel Oak Ridge à Napa la veille du mariage. Chambre 412.
passe vers 19h pour que nous puissions parler avant la cérémonie. Cela signifierait beaucoup pour ta sœur. Mère, je l'ai lu 5 fois, sentant quelque chose de froid et de sombre se déployer dans ma poitrine. Pas une seule fois elle n'a reconnu ce qu'ils avaient fait. Pas une seule fois elle ne s'est excusée. Juste cette supposition que j'avais été le problème, que j'avais eu besoin de grandir. Et maintenant que je l'avais vraisemblablement fait, nous pouvions tous rejouer à la famille heureuse. Marcus m'a trouvé dans la cuisine, les mains tremblantes. « Ça va ?» a-t-il demandé. Je lui ai montré le mot. Il l'a lu, son expression passant de l'inquiétude à la colère. « Tu n'y vas pas ?» a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Non, ai-je acquiescé. Je n'y vais pas, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Madison. Ma sœur, qui m'avait regardé à travers la vitre de cette voiture avec quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité ou de la peur, ou les deux, qui avait envoyé ces emails disant que je lui manquais, qui m'avait voulu à son mariage au point de m'inclure malgré les objections de nos parents. L'invitation m'a hanté pendant des jours. Je me surprenais à la fixer, à lire entre les lignes du mot de ma mère avec plus de maturité, nous l'espérons, comme si la maturité signifiait accepter leur version des événements, comme si 18 ans de silence pouvaient être effacés par une invitation à jouer à la famille le temps d'un week-end. Marcus m'a trouvé un soir sur le balcon de notre appartement, l'invitation serrée dans ma main. « Parle-moi » a-t-il dit, s'installant dans la chaise à côté de la mienne. Je repense sans cesse à cette nuit, ai-je admis. Pas à l'air de repos. Enfin si, à ça aussi, mais aux années d'avant. À tous ces petits moments où ils m'ont montré que je n'étais pas assez bien. La façon dont mon père soupirait quand je demandais de l'aide. La façon dont ma mère me comparait à Madison à chaque occasion. Comment il discutait de mes échecs au dîner comme si je n'étais pas assise juste là. Tu n'étais qu'une enfant. Je le sais maintenant. Mais une partie de moi se demande encore si j'aurais pu être meilleur, essayer plus fort, être moins une déception. Marcus a pris ma main. Donna, tu aurais pu être parfaite, et ils auraient quand même trouvé à redire. Certaines personnes sont incapables d'amour inconditionnel. C'est leur échec, pas le tien. Je savais qu'il avait raison. Des années de thérapie me l'avaient appris, mais savoir quelque chose intellectuellement et le ressentir émotionnellement étaient deux choses différentes. Madison a pris contact, ai-je dit soudainement. Elle a appelé 2 fois cette semaine, laissé des messages vocaux. Les as-tu écoutés? Non. J'ai peur de ce qu'elle va dire. Et si elle était comme eux? Et si tout ça n'était qu'un coup monté pour m'humilier? Penses-tu vraiment qu'elle ferait ça? J'y ai réfléchi. La Madison dont je me souvenais était calme, docile, désespérée d'obtenir l'approbation de nos parents. Mais ces cartes d'anniversaire avaient continué d'arriver pendant des années, chacune étant un petit acte de défi. Elle avait risqué leur colère pour rester connectée à moi, même de manière minime. Non, ai-je dit finalement. Je ne pense pas qu'elle le ferait. Alors peut-être que tu devrais la rappeler. J'ai appelé le numéro sur l'invitation. Madison a répondu à la 3e sonnerie. Donna, sa voix s'est brisée. Oh mon Dieu, Donna. C'est vraiment toi. Oui, ai-je dit doucement. C'est moi. Je ne pensais pas que tu appellerais. Je ne pensais même pas que tu ouvrirais l'invitation. Pourquoi m'as-tu invité, Madison? Silence, puis, parce que tu es ma sœur. Parce que tu m'as manqué chaque jour pendant 18 ans. Parce que ce qu'ils ont fait est impardonnable. Et je n'ai jamais cessé de me sentir coupable de n'avoir rien fait, absolument rien, pour l'empêcher. Tu avais 15 ans. J'étais assez grande pour savoir que c'était mal. J'aurais dû appeler la police moi-même. J'aurais dû refuser de me taire, mais j'étais une lâche, et j'ai dû vivre avec ça. Sa voix s'est complètement brisée. Je pouvais l'entendre pleurer. Et malgré tout, malgré les années d'abandon, j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Sont-ils différents maintenant? Ai-je demandé. Papa et maman, ont-ils changé du tout? Non, a dit Madison doucement. Ils sont exactement les mêmes. Ils parlent de toi comme si tu étais un problème qu'ils ont résolu. Comme si tu étais une adolescente difficile qui avait besoin d'une bonne leçon. Ils ont réécrit l'histoire dans leur tête jusqu'à devenir les victimes. Alors pourquoi les as-tu laissés écrire ce mot? Je ne l'ai pas fait. Je n'étais même pas au courant jusqu'à il y a 2 jours, quand maman a mentionné qu'elle t'avait envoyé une invitation convenable. J'étais furieuse.
Je lui ai dit qu'elle n'avait aucun droit de parler en mon nom. Que si elle voulait te contacter, elle devait s'excuser, et le penser vraiment. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que je dramatisais. Que tu comprendrais une fois que tu serais plus âgé. J'ai ri, mais c'était un rire amer. Bien sûr qu'elle a dit ça. Donna, tu n'es pas obligée de venir au mariage. Je te veux là plus que tout, mais je comprends si tu ne peux pas. Je comprends si tu me détestes. Je ne te déteste pas, ai-je dit, et c'était vrai. J'avais passé des années en colère contre Madison de ne pas m'avoir protégé, d'avoir choisi la voie facile. Mais Patricia m'avait aidé à voir que Madison avait été une enfant, elle aussi, piégée à sa manière. Mais j'ai besoin de réfléchir à tout ça. D'accord, a-t-elle murmuré. D'accord. Nous avons raccroché. Marcus me regardait depuis le canapé. Que vas-tu faire? A-t-il demandé. Je ne le savais pas encore. Mais en fait, si. Une idée s'était formée depuis que j'avais lu ce mot froide, tranchante et parfaite. La colère que j'avais enfouie pendant 18 ans refaisait surface. Mais ce n'était pas la rage chaude et chaotique de mon adolescence. C'était différent, calculé. J'avais passé près de 2 décennies à aider des enfants à naviguer dans des systèmes qui les avaient laissés tomber, apprenant à défendre leurs droits, à utiliser les règles pour protéger les plus vulnérables. Maintenant, ces compétences pouvaient servir un autre objectif. J'ai commencé par faire des recherches. Les réseaux sociaux ont rendu les choses faciles. Le cabinet d'architecture de mon père avait un site web impeccable avec des photos du personnel et des projets récents. Le cabinet d'avocats de ma mère avait remporté plusieurs affaires très médiatisées. Il s'était bâti des carrières impressionnantes, cultivant des réputations de professionnels respectés. Leur profil LinkedIn était plein de recommandations et de distinctions. J'ai trouvé des photos de galas de charité, de collecte de fonds, d'événements communautaires toujours souriants, toujours parfaitement habillés, projetant toujours le succès. Sur une photo de l'année dernière, il posait avec Madison lors d'un dîner officiel. Ma sœur semblait mal à l'aise, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Marcus, me trouvant penché sur mon ordinateur portable à minuit. « De la reconnaissance. » Il s'est assis à côté de moi, étudiant l'écran. « Donna, quoi que tu prépares. » Ils ont essayé de m'effacer, les jeux interrompus. Ils ont abandonné une enfant de 13 ans puis ont dit à tout le monde que je m'étais enfui, que j'étais une enfant à problème, que je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux. Ils mentent depuis 18 ans et personne ne les a jamais contredits. Alors, tu vas faire quoi? Les dénoncer? Je vais leur donner le choix. Soit ils font face aux conséquences, soit ils disparaissent de la vie de Madison comme ils m'ont fait disparaître de la leur. Marcus est resté silencieux un long moment. Tu es sûr de toi? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Au cours des 2 jours suivants, j'ai passé des appels, contacté des collègues spécialisés en droit de la famille, et confirmé que ce que mes parents avaient fait abandonner un mineur était bien un crime, sans prescription pour ce niveau de mise en danger d'enfants en Californie. Je ne prévoyais pas de porter plainte, mais ils n'avaient pas besoin de le savoir. J'ai également contacté plusieurs personnes du cercle social de mes parents. Pas directement cela les aurait alertés mais j'ai trouvé des relations communes via les réseaux sociaux de Madison, des gens qui seraient au mariage. J'ai semé des graines de curiosité avec des questions soigneusement formulées sur la dynamique familiale et la fille cadette des Harrington. Patricia a appelé jeudi. Madison m'a contacté. Elle a dit qu'elle voulait te rencontrer avant le mariage. Donna, elle n'est pas comme eux. Je peux l'entendre dans sa voix. A-t-elle dit quelque chose sur papa et maman? Elle a dit qu'il la pressait de t'exclure de la cérémonie, qu'il n'avait accepté de la laisser envoyer l'invitation que s'il pouvait inclure ce mot. Elle prévoit de te placer à la table familiale et eux, à une table sur le côté, près du fond. Elle risque leur colère pour toi, parce qu'elle sait que ce qu'ils ont fait était mal, et parce qu'elle a passé 18 ans à les regarder mentir à ce sujet. Cette conversation a tout solidifié. Madison méritait d'avoir son mariage, libre de leur présence toxique. Et nos parents méritaient de comprendre ce qu'ils avaient perdu, ce qu'ils avaient jeté. J'ai passé les 3 jours suivants à planifier, j'ai passé des appels, j'ai tiré quelques ficelles grâce à mes relations professionnelles, j'ai demandé des faveurs à des collègues. Le vendredi, tout était en place. Marcus m'a conduite jusqu'à Napa. Nous nous sommes enregistrés dans un hôtel à l'autre bout de la ville de celui de mes parents. À 18 h,
j'ai enfilé ma plus belle robe simple, professionnelle, le genre de tenue qui disait « Je me suis très bien débrouillé sans vous ». Le trajet jusqu'à leur hôtel a pris 25 minutes dans le trafic de la région viticole. J'étais assise sur le siège passager, répétant ce que j'allais dire, les mains crispées sur mes genoux. Marcus n'arrêtait pas de me jeter des coups d'œil. « Tu peux encore faire marche arrière » a-t-il dit. « On peut faire demi-tour tout de suite. » « Non, je dois le faire. » À 18h55, je suis entré dans le hall de l'hôtel Oak Ridge. Marcus attendait dans la voiture, prêt à venir me chercher si je lui envoyais un texto. À 19h précise, j'ai frappé à la porte de la chambre 412. Mon père a ouvert. Il avait l'air plus vieux, plus grisonnant, mais ses yeux étaient les mêmes, calculateurs, froids. Il m'a fixé un long moment. « Donna » a-t-il dit finalement. « Tu es venu. Vous me l'avez demandé. » Il s'est écarté pour me laisser entrer. La chambre était une suite, chère et décorée avec goût. Ma mère était assise sur le canapé, un verre de vin à la main. Elle m'a regardé avec une expression que je n'ai pas pu déchiffrer. « Eh bien, » a-t-elle dit, « regarde-toi, tu as bien grandi. » Je suis resté au centre de la pièce, les mains jointes devant moi. « Vous vouliez parler. »« Assieds-toi » a dit mon père en désignant un fauteuil. Je resterai debout. Il a froncé les sourcils mais n'a pas insisté. Ta mère et moi voulions mettre les choses au clair avant demain. Le mariage de Madison est important, et nous ne voulons pas de drame. Drame, ai-je répété. C'est comme ça que vous appelez ce qui s'est passé il y a 18 ans. Donna, nous n'allons pas refaire le procès du passé, a dit ma mère. Ce qui est fait est fait. Tu t'en sors très bien, visiblement. Tu as fait quelque chose de ta vie malgré tes difficultés de jeunesse. Nous en sommes fiers. L'audace était à couper le souffle. Vous êtes fiers. Bien sûr. Cela montre que notre approche des amours vaches a fonctionné. Tu avais besoin d'un électrochoc, et tu l'as eu. Regarde-toi maintenant. Quelque chose en moi est devenu très calme, très froid. Vous m'avez abandonné sur une aire de repos. J'avais 13 ans. Tu étais difficile, a dit mon père. Tu devais apprendre la responsabilité. J'étais une enfant avec un TDAH non diagnostiqué qui avait besoin d'aide. Et au lieu de m'apporter cette aide, vous m'avez jeté comme une ordure. Ne sois pas dramatique, a sèchement répliqué ma mère. Nous savions que tu retrouverais ton chemin. Nous te donnions une leçon. Je n'ai pas retrouvé mon chemin. Une inconnue a eu pitié de moi et a menti à la police pour me soustraire à votre garde. Je ne suis jamais rentré, et vous n'êtes jamais venu me chercher. Parce que tu étais avec ta tante, a dit mon père. On nous a dit que tu allais bien. Patricia n'était pas ma tante. C'était une travailleuse sociale à la retraite qui a commis une fraude pour me sauver de vous. Et vous n'avez jamais vérifié où j'étais réellement. Vous n'avez jamais appelé. Vous n'avez jamais vérifié. Vous étiez juste soulagé de vous être débarrassé de moi. Ma mère s'est levée, le visage rouge. Comment oses-tu? Nous t'avons élevé, habillé, nourri. Nous t'avons donné tous les avantages. Vous avez donné tous les avantages à Madison. À moi, vous m'avez donné la critique, le mépris, puis l'abandon quand je suis devenue trop gênante. C'est exactement pour ça que nous avons dû faire des choix difficiles, a dit mon père. Cette mentalité de victime, ce refus de prendre la responsabilité de tes propres échecs. J'avais 13 ans. Assez grande pour savoir mieux. J'ai pris une grande inspiration, me ressaisissant. C'était le moment. Je suis venu ici ce soir parce que je voulais voir si vous aviez changé, ai-je dit doucement. Si vous montriez ne serait-ce que la plus petite once de remords ou de conscience de soi. Mais vous êtes exactement ce que vous avez toujours été. Alors, je dois vous dire quelque chose. Quoi? A demandé ma mère avec impatience. Madison ne voulait pas de vous à son mariage. Ils m'ont dévisagé. Elle vous a invité parce qu'elle se sentait obligée. Parce que couper les ponts avec ses parents est difficile, même quand ils le méritent. Mais elle m'a dit hier que le plus beau jour de sa vie serait d'épouser Brandon sans vous là, à tout juger, à critiquer chaque choix, à tout ramener à vous. Ce n'est pas vrai, a dit mon père, mais sa voix vacillait. Si. Et voilà le truc. Je ne viendrai pas au mariage demain, mais je prends la parole au dîner de répétition ce soir, dans environ 20 minutes, en fait.
Madison m'a demandé de faire un discours sur la famille, sur ce que signifie être là pour les gens qu'on aime. Vous voulez deviner de quoi je vais parler? Le visage de ma mère est devenu blême. Tu n'oserais pas que je vais raconter à chaque personne dans cette salle ce que vous avez fait. Les avocats, les partenaires commerciaux, les professeurs de Stanford, les amis de la haute société que vous tenez tant à impressionner. Je vais leur raconter comment vous avez abandonné votre fille de 13 ans sur une aire de repos et n'avez jamais regardé en arrière. Je vais leur dire que j'ai dormi dans un fossé cette nuit-là. Donna, attends. Et puis demain, pendant la réception, je leur présenterai Patricia, la femme qui m'a vraiment élevé, qui m'a vraiment aimé, qui est plus une mère que tu ne l'as jamais été. Elle arrive ce soir. Madison l'a déjà rencontrée par appel vidéo. Elle est assise à la table familiale. Votre place a été déplacée. Tu ne peux pas faire ça, a dit mon père, la voix dure. C'est déjà fait. Le discours est écrit. Les invités se rassemblent. Et si vous essayez de m'arrêter, je rendrai les choses pires. Je m'assurerai que tous les journaux de la région de la baie de San Francisco sachent quel genre de personne vous êtes vraiment. C'est du chantage, a sifflé ma mère. Non, ce sont les conséquences. Vous m'avez appris ce que c'était. Vous vous souvenez? J'ai sorti un morceau de papier de mon sac et je l'ai déplié. Mais je ne suis pas complètement sans cœur. Vous avez deux options. Option 1, ai-je continué? Vous restez dans cette chambre d'hôtel ce soir et demain. Vous envoyez un texto à Madison disant que vous ne vous sentez pas bien. Vous manquez le mariage. En échange, je fais un discours générique sur l'amour et le soutien qui ne vous mentionne pas du tout. Vous disparaissez de sa vie comme vous l'avez fait de la mienne. Ou, a demandé mon père entre ses dents serrées. Option 2, vous venez au dîner de répétition et au mariage. Vous me regardez raconter à qui veut l'entendre qui vous êtes vraiment. Vous regardez vos réputations s'effondrer. Vous regardez les gens chuchoter et vous dévisager. Et vous acceptez le fait que votre fille a choisi une inconnue plutôt que vous, parce que cette inconnue m'a montré plus d'amour en 5 ans que vous ne m'en avez montré en 13. Le silence était assourdissant. Les mains de ma mère tremblaient. Le visage de mon père était devenu rouge. Tu es devenue vindicative, a-t-il dit finalement. Non, je suis devenue forte. Il y a une différence. Nous sommes tes parents. Vous étiez les personnes qui étaient censées être mes parents. Mais vous avez renoncé à ce droit quand vous m'avez laissé dans ce fossé. Je me suis dirigé vers la porte, j'ai fait une pause, la main sur la poignée. Vous avez jusqu'à 19h30 pour décider. Après ça, j'entre dans ce dîner de répétition, et il n'y aura pas de retour en arrière. Je suis parti, je suis retourné à ma voiture où Marcus attendait. Mes mains tremblaient. Comment ça s'est passé, a-t-il demandé. Exactement comme il le fallait. Nous sommes allés au vignoble où se tenait le dîner de répétition, à 15 minutes de route de leur hôtel. Madison m'a rejointe à l'entrée à 19h40, elle m'a jeté les bras autour du cou et m'a serré fort. Merci, a-t-elle murmuré. Merci d'être revenue. Merci d'être assez courageuse pour faire ça. Ils ne vont pas venir, ai-je dit. Bien. Je ne les veux pas ici. Je te voulais juste, toi. À 19h55, je me suis levé pour faire mon discours. Les invités étaient un mélange d'amis de Madison, de la famille de Brandon, de collègues et de parents éloignés. Les sièges de mes parents à la table d'honneur étaient remarquablement vides. J'ai parlé de la famille, des gens qui choisissent de vous aimer, qui sont là quand les choses sont difficiles, qui prouvent par leurs actions que vous comptez. J'ai parlé de Patricia, qui m'a sauvé la vie sans hésitation. J'ai parlé de Marcus, qui m'a appris ce que le partenariat signifiait vraiment. J'ai parlé de Madison, qui avait eu le courage de reprendre contact malgré des années de silence. Je n'ai pas mentionné mes parents par leur nom, mais j'ai raconté l'histoire d'une jeune fille de 13 ans, laissée sur une aire de repos, dormant dans un fossé, sauvée par la gentillesse d'une inconnue. J'ai dit que parfois, la famille que l'on se construit est plus forte que celle dans laquelle on est né. Quand j'ai terminé, il n'y avait pas un œil sec dans la pièce. Les gens se sont levés et ont applaudi. Madison pleurait, le bras de son fiancé autour de ses épaules. Une femme plus âgée s'est approchée de moi par la suite, une des amies de longue date de ma mère. Suzanne et Daniel ne sont pas là, a-t-elle dit prudemment. Il s'est passé quelque chose? Ils ne se sentaient pas bien, ai-je répondu. Un truc de dernière minute.
Elle a étudié mon visage. Vous êtes la fille, la plus jeune. Ils ont dit que vous vous étiez enfui il y a des années, que vous aviez des problèmes de drogue, que vous ne vouliez plus rien avoir à faire avec la famille. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai cru comprendre de votre discours. Elle a fait une pause. Je suis contente que vous soyez là. Je suis contente que Madison ait eu quelqu'un qui l'ait aimé de la bonne manière. Plusieurs autres invités se sont approchés au cours de la soirée. Certains avaient entendu des rumeurs au fil des ans, des incohérences dans les histoires de mes parents. D'autres étaient simplement émus par le discours et voulaient exprimer leur soutien. Chaque conversation était comme une autre brique retirée du mur de mensonges que mes parents avaient construit. La mère de Brandon, Hélène, m'a prise à part avant le dessert. C'était une femme chaleureuse aux cheveux argentés et au rythme du rire autour des yeux. Madison m'a raconté ce que vos parents ont fait, a-t-elle dit doucement. Ce qu'ils ont vraiment fait, pas l'histoire qu'ils racontent. Je veux juste que vous sachiez que vous faites partie de la famille maintenant. La famille de Brandon, ce qui fait de vous ma famille. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, vous m'appelez. La gentillesse de ces inconnus, des gens qui n'avaient aucune obligation envers moi, était bouleversante. J'avais passé si longtemps à croire que quelque chose n'allait fondamentalement pas chez moi, que j'étais indigne d'être aimé. Mais là, il y avait des dizaines de personnes émues par mon histoire, offrant soutien et acceptation sans condition. Plus tard dans la nuit, de retour à l'hôtel, Marcus m'a tenu dans ses bras pendant que je digérais tout. Tu leur as donné une porte de sortie, a-t-il dit. Ils auraient pu rester à l'écart discrètement, mais au lieu de ça, ils sont probablement en train de raconter leur version à qui veut bien l'entendre. Laisse-les faire, ai-je dit. Les gens qui comptent connaissent la vérité maintenant. Madison le sait. Patricia le sait. Tu le sais. Tout le monde à ce dîner le sait. Leur réputation auprès des personnes qu'ils tiennent le plus à impressionner, elle a été endommagée, qu'ils s'en rendent compte ou non. Penses-tu qu'ils essaieront de contacter Madison? Probablement. Ils essaieront de contrôler le récit, de se faire passer pour les victimes. Mais Madison est prête. Elle est prête depuis des années. Le mariage, le lendemain, était magnifique. Patricia est arrivée ce matin-là, a rencontré Madison comme il se doit, et a pleuré de joie. Elle s'est assise à côté de moi pendant la cérémonie. Mes parents ne se sont jamais montrés. Madison était radieuse dans sa robe, debout à côté de Brandon avec une joie sincère sur son visage. Pendant les vœux, quand Brandon a promis d'être son partenaire en toutes choses, de la soutenir inconditionnellement, je l'ai vu jeter un regard vers moi. Nos yeux se sont croisés et elle a souri, un vrai sourire, libre et léger. La réception a eu lieu dans un jardin derrière le vignoble, des guirlandes de lumière suspendues entre de vieux chênes. J'ai dansé avec Marcus, avec Patricia, et enfin avec Madison, pendant la danse des sœurs qu'elle avait spécifiquement demandé. Merci, a-t-elle murmuré alors que nous nous balancions au son de la musique. Merci d'être revenue. Merci d'être assez forte pour leur tenir tête. Je n'aurais pas pu faire ça sans savoir que tu étais là. Tu t'en serais très bien sorti, les jeux assurés. Peut-être, mais je ne veux plus juste bien m'en sortir. Je veux être libre, comme toi. Après la danse, Patricia m'a trouvé assise à notre table, observant la fête. Tu as bien fait, ma petite, a-t-elle dit, en utilisant son vieux surnom pour moi. J'ai juste dit la vérité. Parfois, c'est la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. Elle m'a serré la main. Tes parents ont passé 18 ans à essayer de te rendre invisible. Mais regarde-toi maintenant, debout dans la lumière, entouré de gens qui t'aiment. Ce n'est pas de la vengeance. C'est une victoire. 3 jours plus tard, Madison m'a appelé. Ils sont furieux, a-t-elle dit. Maman n'arrête pas de m'appeler, disant que tu leur as fait du chantage, que tu essaies de détruire la famille. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que la seule personne qui a détruit cette famille, c'était elle. Puis j'ai bloqué leurs 2 numéros. Brandon et moi déménageons à Seattle le mois prochain pour son travail. Un nouveau départ, loin d'eux. Bien. Donna, tu viendras nous voir une fois que nous serons installés? Oui, ai-je dit. J'aimerais beaucoup. Nous nous parlons toutes les semaines maintenant. Elle a rencontré Patricia plusieurs fois, l'appelle tante Patricia comme moi. Elle suit une thérapie, travaillant sur sa propre culpabilité et ses traumatismes.
Elle m'a dit qu'elle aurait aimé être assez courageuse pour partir avec moi ce jour-là, mais qu'elle avait eu trop peur. Je comprends cette peur maintenant. Partir est difficile. Survivre après être parti est encore plus difficile. Quant à mes parents, je n'ai jamais eu de nouvelles d'eux directement, mais j'ai appris par Madison qu'ils ont raconté à leurs amis que j'étais mentalement instable, qu'ils avaient dû faire le choix difficile de prendre leur distance pour leur propre bien-être. Certaines personnes les ont crues, d'autres non. Je ne m'en soucie plus. Leurs opinions, leur approbation, leur version des événements, rien de tout cela ne m'atteint maintenant. J'ai Marcus, j'ai Patricia, j'ai Madison qui reconstruit une relation avec moi sur des bases nouvelles et honnêtes. J'ai un travail que j'aime, aidant les enfants qui ont besoin de défenseurs. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre de ma mère. Pas d'adresse d'expéditeur, mais j'ai reconnu l'écriture. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai jetée sans lire un seul mot. Marcus m'a demandé plus tard si j'étais curieuse de savoir ce qu'elle disait. Non, lui ai-je répondu honnêtement. Quoi qu'elle dise, c'est 18 ans trop tard. Certaines personnes pensent que je devrais leur pardonner. Que garder de la rancune n'est pas sain. Que je devrais être la plus intelligente. Mais le pardon n'est pas quelque chose que l'on doit aux gens qui vous ont fait du mal. Et je ne suis plus en colère. J'en ai juste fini. J'ai fini de porter le poids de leurs attentes, de leur cruauté, de leur incapacité à m'aimer. J'ai fini de me demander ce que j'aurais pu faire différemment pour qu'ils veuillent de moi. J'ai fini de leur laisser la moindre place dans mon cœur. Ils m'ont laissé dans un fossé quand j'avais 13 ans, et j'en suis sorti par mes propres moyens. J'ai survécu. J'ai construit quelque chose de beau à partir des ruines qu'ils ont laissées derrière eux, et je l'ai fait sans eux. Ce n'est pas de la vengeance. C'est juste bien vivre. Parfois, je rêve encore de cet air de repos. Mais maintenant, quand je me réveille, je suis dans une maison que j'ai construite, à côté d'un homme qui m'a choisi, avec des gens dans ma vie qui prouvent chaque jour que j'ai toujours mérité d'être aimé. Je n'ai pas besoin que mes parents reconnaissent ce qu'ils ont fait. Je n'ai pas besoin qu'ils s'excusent. Je n'ai besoin de rien de leur part. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Mais parfois, tard dans la nuit, quand le monde est silencieux, je pense encore aux mots de Patricia le jour où les papiers d'adoption ont été finalisés. J'avais 14 ans, assise sur son canapé usé, mes mains tremblant alors qu'elle signait son nom à côté du mien. « Tu es en sécurité maintenant », avait-elle dit doucement, sa voix chargée d'émotion. « Tu es à moi et je suis à toi. Peu importe ce que les autres disent. » À l'époque, je ne comprenais pas ce que signifiait une telle promesse. Je pensais que l'amour était temporaire, quelque chose qui pouvait être révoqué si je faisais trop d'erreurs. Mais Patricia n'a jamais faibli. Elle est restée à travers chaque crise, chaque mauvaise note, chaque nuit où je me réveillais en hurlant de cauchemars dont je ne me souvenais pas. Elle m'a montré, encore et encore, que l'amour ne disparaissait pas quand les choses devenaient difficiles. Il s'ancrait plus profondément. Maintenant, à 31 ans, je comprends enfin ce qu'elle voulait dire. L'amour n'est pas une question de sang. C'est une question de choix. Et chaque jour depuis cette nuit à l'ère de repos, les gens qui m'aiment vraiment m'ont choisi, encore et encore. Parfois, je me demande si mes parents pensent à cette nuit. S'ils se souviennent de mon visage, là, près du coffre de la voiture, mon sac à dos à la main, le soleil se couchant derrière moi. S'ils se souviennent de mon visage alors qu'ils s'éloignaient. Peut-être. Peut-être l'ont-ils enfoui si profondément sous leurs mensonges qu'ils se sont convaincus que cela n'est jamais arrivé. Mais moi, je m'en souviens. Je me souviens du bruit du moteur qui démarre. Je me souviens de l'odeur de gaz d'échappement et d'asphalte. Je me souviens de la douleur dans ma gorge à force de crier leur nom alors que la voiture disparaissait au loin. Et je me souviens d'autre chose. Quelque chose qui est resté avec moi plus longtemps que la douleur. La sensation des bras de Patricia autour de moi la première nuit où je suis resté avec elle. La façon dont elle a murmuré, « Tu es en sécurité maintenant ». Comme une prière. C'est ce moment qui a remplacé l'ère de repos dans ma mémoire. C'est ce moment qui définit ma vie. Pas ce qu'ils m'ont fait, mais ce que quelqu'un d'autre a fait pour moi. Quand Madison et moi parlons maintenant, elle s'excuse parfois encore. Elle ne peut pas s'en empêcher. C'est dans sa voix, dans les pauses entre ses mots, mais je lui dis toujours la même chose. Tu étais une enfant, toi aussi. Tu survivais à ta manière. Et elle pleure toujours un peu quand je le dis, parce qu'elle sait que c'est vrai, mais ne peut toujours pas se pardonner complètement.
Nous avons commencé une tradition. Chaque année, le 14 août, le jour où tout a changé, nous nous appelons. Nous ne parlons pas du passé. Nous parlons de ce que nous avons construit depuis, du nouveau travail de Brandon, des étudiants que j'ai aidés grâce à mon travail de défenseur, du jardin de Patricia, qu'elle continue d'entretenir même quand ses articulations lui font trop mal. Nous appelons ça le jour de la survie, parce que c'est ce que c'est. Le jour où j'ai survécu, le jour où j'ai cessé d'être leur fille et où j'ai commencé à être ma propre personne. Parfois, Patricia se joint à l'appel, sa voix chaleureuse et taquine. Mes 2 filles, dit-elle, et Madison rit à travers ses larmes. Mon jour préféré de l'année, a dit Madison la dernière fois, le jour où ma sœur est revenue dans ma vie. Et c'est vrai. C'est aussi mon jour préféré, car il me rappelle que la pire chose qui me soit jamais arrivée m'a également mené à tout le bien qui a suivi. Si je pouvais revenir en arrière et le changer, effacer la douleur, réécrire l'histoire, je ne le ferais pas. Parce qu'alors, je n'aurais peut-être jamais rencontré Patricia. Je n'aurais peut-être jamais appris à quoi ressemble le véritable amour. Je n'aurais peut-être jamais trouvé Marcus. Je ne serais peut-être jamais devenue la femme qui défend les enfants comme la fille que j'étais. Il y a 18 ans, j'étais une enfant effrayée et oubliée, assise dans un fossé avec 23 € et un sac à dos. Aujourd'hui, je suis une femme qui aide les enfants à trouver leur voie, qui aime et est aimée en retour, qui a construit un foyer rempli de rire et de paix. C'est la fin à laquelle ils ne s'attendaient pas, celle qu'ils n'ont pas le droit de réécrire. Et si la lettre de ma mère avait dit « Je suis désolé », peut-être l'aurais-je lu. Peut-être aurais-je laissé entrer cette petite fissure de lumière. Mais je la connais trop bien. Cela aurait été une autre manipulation, une autre tentative de réécrire l'histoire avec elle comme l'héroïne incomprise. J'ai passé toute ma vie à essayer de désapprendre la croyance que je n'étais pas assez, que je devais mériter l'amour en étant parfaite, que je n'avais de la valeur que si quelqu'un d'autre le disait. Mais je ne crois plus à ça. Maintenant, quand je me regarde dans le miroir, je vois une femme qui a été abandonnée et qui a continué à avancer malgré tout. À qui on a dit qu'elle était indigne d'amour et qui a trouvé l'amour partout où elle est allée. Qui a été abandonnée et qui a quand même appris à rester. Je ne suis pas en colère. Je ne suis pas brisé. Je suis libre. Et c'est la meilleure des revanches.